problème, il faut connaître d'abord le problème en lui-même et bien comprendre toutes ses dimensions. Et c'est d'ailleurs une des raisons d'être de Climate Change, où on essaye de mettre à disposition, comme vient de le dire Eva, à disposition des acteurs un maximum d'informations à propos du changement climatique. C'est aussi un enseignement qu'on a pu tirer des ateliers virtuels qu'on a organisés précédemment, où souvent les acteurs relevaient un manque d'éducation des populations au changement climatique et aussi un manque d'accès aux données. Donc là, on aimerait un peu se poser la question pendant cet atelier, est-ce que finalement nous sommes suffisamment formés au changement climatique? Donc pour répondre à cette question, déjà, on va commencer par vous la poser à vous, donc tous les participants de l'atelier. On vous invite à aller sur le site menti.com et à entrer le code qui s'affiche sur ma diapositive pour répondre à deux questions. La première, c'est est-ce que vous-même, vous vous sentez suffisamment formé aux enjeux du changement climatique? Et une deuxième question pour vous demander où est-ce que vous trouvez des informations relatives au changement climatique? L'idée, ce serait qu'on puisse partager un petit peu des idées de où trouver des informations et que chacun puisse repartir voilà, avec des idées. Donc, n'hésitez pas à aller sur menti.com et utiliser ce code qu'on va remettre tout de suite dans le chat parce que je vais changer de diapositive. Et donc, en plus évidemment de vous poser la question à vous tous, on va demander à des acteurs de l'éducation au changement climatique de nous livrer un peu leurs témoignages sur les activités de leurs associations, mais aussi sur comment eux sont parvenus à s'intéresser aux enjeux du changement climatique. Donc, sans plus tarder, je passe la parole aux premiers intervenants qui sont Daniel et Lucien de RAED. C'est à vous. Merci de me passer la parole, Samuel, du moins de passer la parole au RAED, qui est le réseau africain pour l'éducation au développement durable. Nous sommes donc un réseau qui a fait son bonhomme de chemin, voici près d'une décennie. Et le réseau en question se porte bien, malgré des difficultés de tout genre que nous connaissons par ces temps de Covid. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons mené comme activité ces derniers temps en vue d'éduquer au changement climatique? Eh bien, le RAED, comme à son habitude, a mis sur pied des projets, notamment le projet portant sur l'éducation à l'environnement et au changement climatique dans un lycée de la place, le lycée bilingue de l'Opom 2 à Douala. En quoi consistait donc le projet? Le projet consistait dans la formation des jeunes apprenants aux thématiques de changement climatique et d'environnement, parce que la pollution chez nous a atteint des limites indicibles, mais surtout la pollution plastique. Elle est devenue une préoccupation, je dirais, nationale. Alors, en tant qu'acteur formé dans cette thématique d'éducation au développement durable en général, mais avec un accent particulier sur l'environnement, les changements climatiques, la citoyenneté planétaire, bref, le vivre ensemble. Eh bien, nous nous sentons concernés
C'est pourquoi nous nous sommes constitués réseau, association, en vue d'apporter notre modeste pierre à la construction de cette citadelle qu'est la lutte contre les changements climatiques, contre la pollution de notre environnement. Eh bien, le lycée bilingue de Lopom a donc vu ce projet se déployer en son sein. Et les apprenants y étaient vraiment partie prenante parce qu'ils étaient très actifs lors de nos consultations là-bas, lors de la formation, la sensibilisation des collègues, après présentation d'abord de ce projet, n'est-ce pas, à nos collègues de ce lycée qui ont donc dû manifester leur adhésion au projet et ont signé ce que nous appelons en demande durable, n'est-ce pas? Ils ont donc signé leur adhésion au projet. Le document en question, la déclaration de durabilité, qui montre que vous êtes engagé, vous acceptez que le projet soit mis en œuvre chez vous. Voilà le document qu'ils ont signé. Et le projet s'est donc mis en œuvre et nous étions bien avancés parce que nous l'abordions de manière thématique. Nous avons commencé d'abord par l'état des lieux, c'est-à-dire que est-ce que les gens s'y connaissent en matière de changement climatique dans ce lycée, les apprenants et après les collègues enseignants. Et après cette étape, donc, nous avons mis sur pied un calendrier thématique que nous avons suivi à la lettre de bout en bout, de manière théorique. Et après, nous avons pensé qu'il fallait passer à la phase pratique, parce que le développement durable n'est pas que théorique, il faut également de la pratique. Et dans cette pratique, nous avons donc procédé à la formation, au recyclage des déchets organiques. Comment est-ce que nous pouvons recycler nos déchets, les déchets issus de l'éco-cantine du lycée, afin que, pourquoi pas, les enfants commencent à s'initier tout doucement en économie circulaire. Parce que nous leur avons parlé également de l'économie circulaire. Pourquoi? Parce que les déchets qui nous envahissent aujourd'hui peuvent être également des sources d'enrichissement. Et il fallait que les enfants le comprennent. Pourquoi pas? Qu'ils comprennent également qu'ils peuvent même se préparer à s'orienter vers ces nouvelles filières. C'est des filières de l'avenir. Donc, je me permets juste de signaler que vous êtes à peu près à la moitié du temps de parole. Ok, je vais donc passer la parole à Lucien pour les dernières 5 minutes et je vous remercie. Bonsoir Samuel, bonsoir Eva et à tous les autres collègues de la coalition. La première question qui a été posée, sommes-nous suffisamment formés? En toute modestie, nous pouvons dire que nous, RAED, Réseau africain pour l'éducation de développement durable, nous sommes suffisamment formés parce que nous, tous les membres de RAED, les membres fondateurs, nous sommes titulaires d'un master à EGIM, Teacher Local Learning Intercultural à Milano-Gos, obtenu en partenariat avec 2 universités italiennes, une Cusano de Rome et une Ca' Foscari de Venise, en relation avec les sites de Yaoundé. Et c'est en partenariat avec la communauté urbaine de Douala. Donc, on a tous cela. Et depuis 2014, on ne s'est pas arrêté à ce niveau. Nous avons continué la formation continue à travers d'autres plateformes de l'IFDD, ainsi que la francophonie pour le développement durable, l'Université de l'environnement pour le développement durable, et l'Université de Laval. Bref, nous sommes connectés, nous sommes à jour parce qu'on ne s'est pas arrêté dans le conseil d'éducation de développement durable. Après donc, la formation, nous étions à l'époque de l'équipe Agenda 21 des lycées pilotes de la ville de Douala. On s'est donc conseillé partie prenante pour mettre en œuvre l'éducation au développement durable.
une Et de mes est-ce que, sorties. Lucien, est-ce que les étudiants que vous rencontrez à travers le RAED, est-ce que vous trouvez qu'ils entendent suffisamment parler du changement climatique? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont suffisamment formés ou que justement il faudrait qu'ils soient plus formés? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Oui, merci Samuel. Notre première priorité en 2009, c'était de renforcer les capacités des personnels, des formateurs en éducation de développement durable. Étant donné que c'est l'éducation de développement durable qui met en œuvre les 17 ODD, parmi lesquels l'ODD 4 sur l'éducation de qualité et l'ODD 13 sur l'éducation au changement climatique. Donc, on a donc formé donc ces anciens afin qu'eux-mêmes, dans les différents réseaux partenaires, on a à peu près 80 réseaux partenaires au Cameroun et dans d'autres pays dans lesquels le RAED a travaillé. Donc, il y a maintenant ce qu'on appelle l'autonomisation des élèves. Ce que Daniel décrit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle dans les activités post-scolaires à travers les clubs environnement, les clubs UNESCO. Donc, ça rentre dans l'autonomisation. Maintenant, il y a un contexte au Cameroun, on appelle le contexte apport par compétence. Depuis 2014 secondaire, il est question d'initier les élèves dans le conseil d'éducation, l'environnement au changement climatique. Donc, nous, on a donc les enseignants membres de l'AED le font dans leurs établissements. Donc, nous pouvons dire que les élèves sont assez imprégnés parce qu'il n'est plus aussi question de faire le bois de crâne, il est question de mettre l'accent sur les situations de vie. Parce que dans l'APC, il est question de décliner les 4 dimensions de développement durable, le social, l'économie, l'environnement, la culture et l'interculturalité. Donc, nous pouvons penser que cela est fait, mais les résultats ne sont pas, on ne va pas rester à ce niveau. C'est pour ça que un des résultats que Daniel a présenté au lycée de Lopom 2, au lycée d'Aquanon, qui est notre établissement d'attache, il y a même d'autres villes qui sont impactées par les activités de RAED dans le cadre de l'éducation au changement climatique. Il y a le Berkois, il y a Douala, il y a d'autres villes avec lesquelles le RAED intervient. Donc, on a dit que ce projet présenté par Daniel, le projet éducation à l'environnement, qui impacte les jeunes, ça a été impacté à mi-parcours. Mais nous sommes en train de réviser ça. On a rencontré les chefs d'établissement, les 10 établissements, pour aller au-delà de la pandémie. Également, il y a le projet EduFort, éducateurs et formateurs du futur, qui sont en mesure de mettre en œuvre les ODD dans l'espace francophone. Ce projet n'a pas pu être mis en œuvre dans la commune de Baranté, à l'Ouest Cameroun. Ça, c'est une des zones agroécologiques. Daniel et Lucien, je vais être obligé de vous couper pour laisser la parole aux autres intervenants. Merci beaucoup pour votre témoignage. On essaiera de revenir vers vous sur les questions à la fin de l'atelier. Merci beaucoup pour votre témoignage avec le RAED. Kevin Ossa, c'est à toi. Juste avant, je rappelle que vous pouvez répondre au sondage sur menti.com en utilisant le code qui a été transmis sur le chat pour donner une vision d'ensemble du rapport à l'éducation au changement climatique de tous les participants à cet atelier. Merci beaucoup. Kevin, c'est à toi. Alors, j'essaye de partager mon écran. Voilà, super. Est-ce que vous m'entendez? J'espère. Hein? Vous voyez mon écran? D'accord. Et donc, merci en tout cas pour l'organisation de cet atelier virtuel. Et merci à ceux qui nous ont rejoints malgré leur agenda chargé. C'est vrai dit Kevin Ossa, c'est mon nom, mais qui suis-je? Très bref, je suis activiste climat depuis 2014 et j'ai une formation de base en génie environnement, donc plus spécialisée en gestion de l'eau et de l'environnement. Je suis membre de Climates, qui est une association de jeunes. Il y a des membres qui viendront aussi parler d'eux.
au sommet Climate Change Afrique 2019, j'ai eu la chance de co-modérer la coalition éducation et formation sur les changements climatiques avec Madame la secrétaire générale de Climate Change. Et puis aussi, j'ai animé un atelier, plutôt un panel sur le digital et le climat en Afrique. Et donc, c'est vraiment des choses qui m'ont vraiment renforcé. Je me suis dit, il y a des personnes qui croient en moi, il y a des personnes qui pensent qu'on fait du bon travail et qui essayent de nous confier des responsabilités. Après, je suis directeur exécutif de l'OGED international et j'en parlerai plus en détail. Je suis également représentant pays de ACEN, African Circular Economy Network, au Togo. Et puis, depuis quelques temps, j'ai débuté une mission d'enseignement vacataire à Sciences Po, où je parle, j'anime aussi des ateliers de négociation climatique avec des étudiants de première année. De façon ramassée, mon intervention va se résumer un peu sur ceci, sur l'OGED, de quoi il s'agit. Après, je parlerai des impacts du COVID sur nos activités et notre plan d'urgence qu'on a essayé, on a pu mettre en place pour s'en sortir. Et puis, je reviendrai un peu plus en détail sur la stratégie de riposte, donc ce qu'on a pu faire pour pouvoir reprendre nos activités. Et puis, parler après de la dynamique d'action au niveau local. Donc, comment est-ce que, d'autant plus que c'est difficile d'agir au niveau international ou régional, on est resté retravailler un peu sur notre modèle d'action au niveau local. Pour y aller, je vais d'abord, dans un premier temps, toucher le thème qui nous réunit, c'est l'éducation et formation au changement climatique en Afrique. Moi, je me le pose comme une question. Et déjà, quand on essaye d'aborder un peu la question de l'éducation, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes sur un continent en développement comme l'Afrique. Après, on a des décideurs qui, d'abord, eux, ils ne comprennent pas et n'en font pas aussi une priorité. La question de l'éducation, ce n'est vraiment pas prioritaire pour les politiques. Après, la population, la majorité de la population et surtout la jeunesse ne comprennent pas de quoi il s'agit quand on parle des enjeux liés au changement climatique, à la disparition des espèces, à l'extinction de la biodiversité, et tous les problèmes que connaissent notre Terre. Après, il y a aussi la crise liée au Covid qui est venue paralyser un peu le secteur de l'éducation en Afrique. Et du coup, c'est vraiment foudroyant, c'est vraiment quelque chose qui a été insupportable à un moment parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et donc, personne n'a vu venir la COVID. Et une fois que c'est arrivé, toutes les portes ont commencé par se fermer. L'école a été fermée pour beaucoup de temps. Et de cette façon-là, ça a été difficile. Et beaucoup d'élèves, plus de millions d'élèves étaient restés chez eux à la maison sans aller à l'école. Mais dans tout ça, il y a des jeunes engagés, notamment comme nous et plein d'autres jeunes, qui ne sont pas vraiment restés les bras croisés, mais qui se sont dynamisés, qui ont fait bouger les lignes, qui ont retroussé les manches pour vraiment apporter des solutions innovantes, pour garder la dynamique au sein de leur mouvement associatif ou que ce soit au niveau entrepreneurial, de pouvoir faire des choses innovantes. Et peut-être pour parler un peu de l'OGED, nous sommes à présent un réseau des OGED, et vous entendez par OGED, Organisation des jeunes engagés pour le développement durable, et on est aujourd'hui dans 16 pays depuis le 29 juillet 2019 où on a essayé de faire une assemblée générale à laquelle on a décidé d'aller à échelle internationale. Aujourd'hui, on reste dans un système de représentation, c'est-à-dire que c'est des jeunes intéressés par ce que nous faisons au Togo et peut-être dans certains pays qui sont intéressés à militer dans notre dynamique. Et puis, on essaie d'élargir, de démocratiser autant qu'on peut le réseau afin qu'ils puissent bénéficier de nos outils, de notre stratégie pour aussi développer des OGED partout où ils sont. Et à la base, on était une organisation, une association
C'est vrai qu'on avait la vision internationale, mais ce n'était pas vraiment ancré de jeunes. Tout a débuté en juin 2017 par des jeunes Togolais. Et puis le 8 mars 2018, on s'est enregistré au Togo. Et quand je vous dis 8 mars, c'est que Logette, c'est une femme. Donc, on Kevin, je me intervient. permets de te dire qu'il te reste 3 minutes. Donc, voilà. Très rapidement, le GED intervient dans le domaine de l'éducation à l'environnement, au développement durable. On accompagne les communautés à la gestion durable des ressources naturelles, l'accès des communautés aux énergies renouvelables, le développement local et participatif, l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et des actions, toutes sortes d'actions pour le développement durable. Et dans notre dynamique, on essaye d'impliquer les jeunes dans les sensibilisations, les conférences, les formations, les activités et projets de terrain pour impacter et les jeunes et les communautés à la base. Je passe rapidement sur ceci. Étant une organisation ne disposant pas de ressources, donc on a eu du mal avec le Covid. Après, on avait lancé un projet d'éducation à l'environnement et au développement durable à travers lequel on devait travailler avec les écoles, donc éco-écoles, qui devait se dérouler au mois d'avril, mai et juin, qui s'est fait annuler parce qu'on ne pouvait pas, les écoles étaient fermées. Et donc, on avait arrêté toutes nos activités avec nos locaux qui étaient fermés en mars. Et on a essayé de réfléchir à fond sur le fonctionnement de l'ASSO. On est revenu un peu plus solide. Donc, ça, c'est des blablabla sur tout ce qu'on a eu à faire. Et du coup, on attendait la fin du Covid, mais ça ne finissait pas du coup. On a dû miser sur le digital. Et donc, on a organisé plein de webinaires pour les jeunes. Et ça, c'est des séries de webinaires à l'occasion de le 17 mai, à l'occasion de, je ne sais pas c'était quoi, c'était en collaboration avec Ecolotrip sur l'impact du Covid et les changements climatiques. Les océans, on en a parlé, les coopératives, les femmes africaines, l'autonomisation pour le développement durable et la journée internationale de la jeunesse. Il y a plein d'autres aussi auxquels on a participé. On a intervenu sur des thèmes précis, spécifiques, liés à notre domaine d'intervention. Donc, on a eu en tout cas à bénéficier de 2 projets. Un projet Initiative de solidarité internationale qu'on a implémenté au Togo, financé par le ministère des Affaires étrangères en France. Et aussi un projet jeunesse et agroécologie avec l'appui de l'UNFPA et puis du ministère en charge de la jeunesse au Togo. Et donc, on a gardé la dynamique de renforcer les capacités des jeunes et puis aussi des agriculteurs sur l'agroécologie et la façon de produire durablement ce que nous mangeons. Donc, en termes de perspective, nous visons à renforcer la mobilisation de notre communauté, organiser une séminaire de formation des représentants pays afin qu'ils puissent vraiment en être en mesure de former d'autres. Séminaire de formation sur les changements climatiques à Lomé en décembre, mobilisation de ressources pour plus d'impact, innover le projet Éco-École. Donc, on a appelé les écoles et puis on a réfléchi sur un format de webinaire, de cours et d'ateliers webinaires que les enfants ils peuvent directement, depuis leur classe, suivre parce qu'ils ont démarré en fait leur rentrée. Donc, on va faire un format digital pour collaborer efficacement avec d'autres acteurs, renforcer les capacités des agriculteurs. Ça nous tient à cœur parce que nous devons être en mesure de les prendre à bord parce que c'est eux qui produisent ce que nous mangeons. Donc, on a un projet, une ferme agroécologique. Donc, ça va être probablement une ferme école, donc une ferme qui permet de former les agriculteurs et de leur montrer les techniques innovantes d'agriculture durable. Et donc, on a également un projet de tiers-lieu d'éducation participative au Green Lab, où les jeunes ils peuvent venir et puis apprendre. Il y aura une bibliothèque, il y aura aussi un petit café, on pourra travailler sur son projet depuis le lab. Donc, la question de l'éducation en général est cruciale en Afrique, mais l'éducation sur les changements climatiques et tout ce qui concerne le développement durable n'est pas encore véritablement prise en compte dans les politiques de développement. Et ça retarde énormément les choses. Et il faut vraiment une prise de conscience qui tarde à venir. Donc, il est important que les populations et surtout la jeunesse en Afrique soient formées sur les enjeux liés au changement climatique et à l'environnement et au développement durable. Pourquoi? Parce que le développement durable dont on parle, c'est un développement durable. On ne peut que compter sur la jeunesse d'aujourd'hui pour parler de développement durable demain. Donc, quand il n'y a pas une jeunesse qui est préparée, qui est formée, qui comprend l'enjeu, je nous assure qu'on est parti tout droit sur une mauvaise ligne. Et donc, on a en tout cas merci Kevin. La dynamique et à renforcer la capacité des jeunes malgré la crise. Merci. Allez. Merci. On va pouvoir partager le PowerPoint à la fin de toute façon. Donc, c'est bien. Ouais. Merci. Donc, maintenant, on va pouvoir
passer à notre prochaine intervenante, qui est Jeanne-Irène Couveau de l'ONG Page Verte. Ce sera notre dernière intervenante qui va présenter. Ensuite, on va passer au témoignage. Je passe la parole à Jeanne-Irène. D'accord. Je vous remercie et je vous félicite pour cet atelier. Bon, c'est toute une série d'ateliers qu'on suit depuis que la COVID est là. Et là, vraiment, c'est pas facile, mais je vous tire chapeau. Et je remercie tous les intervenants qui sont là, tous les participants. En effet, je suis Jeanne-Irène Couveau. Je suis la présidente fondatrice de l'ONG Page Verte. Je suis native d'un Master 2 en droit international de l'environnement de l'Université de Limoges en France. Je suis une maman, j'ai 4 enfants. Donc, allez-y comprendre pourquoi j'ai cette passion de faire de l'éducation à l'environnement aux plus petits. Ainsi, je vous partage mon écran. Non, je pense... Attendez, je vais quitter le mode, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Pas pour l'instant. Ah là, ça vient. Oui, c'est bon. D'accord. Donc, pour le thème, l'éducation et formation au changement climatique en Afrique, sommes-nous suffisamment formés? Je dirais, en tant qu'ONG qui fait de l'éducation, oui, on a fait notre part. Et je partage avec vous ce que la Page Verte a fait jusqu'à ce jour. Pour cette présentation, nous aurons d'abord le plan, qui est la présentation de l'ONG, l'exemple de programmes et projets réalisés, les programmes et les projets impactés par la COVID-19. Donc, pour présenter la Page Verte, c'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui a eu son autorisation de fonctionnement au journal officiel du 2 janvier 2020, mais l'organisation a été créée depuis 2016 par moi-même et un groupe de jeunes assis au salon. Nous nous sommes interrogés et on a trouvé que vraiment, on avait besoin de cette formation, on avait besoin de former des jeunes. L'idée m'était venue parce que ma petite fille, quand je vivais en Tunisie, à 5 ans déjà, elle faisait l'éducation à l'environnement à l'école. Contrairement à ce que ça se fait dans certains pays, tel le mien d'où je viens, c'est-à-dire le Tchad, et aussi ici en Côte d'Ivoire. On a dit, mais pourquoi ne pas créer une organisation où il faut apprendre aux enfants de 5 à 17 ans ce que c'est que le développement durable, les changements climatiques, puisque ce sont les décideurs de demain, ils pourront eux-mêmes s'orienter s'ils connaissent ces vérités. Donc, la Page Verte, à ce jour, nous sommes dans plusieurs pays en Afrique. Vous le verrez, je n'aurai pas le temps de tout citer. Et nous avons une représentation en France et aussi en gestation en Haïti. Donc, nous intervenons dans 6 domaines d'activité, à savoir l'éducation à l'environnement et le développement durable, le genre et développement, la gestion des déchets, l'agroforesterie, eau, hygiène, assainissement et la santé en environnement. Nous avons eu à réaliser beaucoup de projets. Bon, entre autres, les plus importants pour nous, c'est ce projet de mobilité internationale. C'est un projet qu'on a eu avec le lycée de Roussillon en France, où nous avons accueilli 17 jeunes élèves avec leurs enseignants dans un établissement ivoirien. Ces élèves ont passé 5 jours dans des familles ivoiriennes, ils ont mangé des produits locaux, ils sont allés à l'école comme les jeunes ivoiriens aussi pour voir à quel niveau les programmes sont pareils. Les élèves de 3e étaient en classe avec les élèves de 3e, ceux de la terminale avec ceux de la terminale. Et ils ont pu juger et comprendre que c'est presque la même chose qui se passait selon leur programme. Et ils ont compris, on avait appelé ça Colibri 1 et le thème, quand ils sont arrivés, ils ont dit, nous revenons à la maison. Parce que, vous savez, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, nous les avons accueillis comme chez eux. Et ça s'était très bien passé. Ça a permis d'encourager aussi le partenariat entre les établissements ivoiriens et ceux de la France. Et puis, les collectivités locales et territoriales, les entreprises. On avait fait
plusieurs activités à ce moment-là. Nous avons identifié et formulé des œuvres concrètes. Et cette collaboration a permis de créer une bibliothèque écologique dans cet établissement qui s'appelle Lavoisier en Côte d'Ivoire. Nos visiteurs n'étaient pas venus les mains vides, ils sont venus avec des livres et c'est un projet qu'on a préparé plus d'une année avant grâce à la coalition l'ASCP, qui est l'Alliance à l'éducation de la citoyenneté planétaire. C'est là-bas que nous nous sommes rencontrés à la COP 23. Donc, nous nous sommes assis, on a réfléchi sur quelque chose qu'on pouvait faire en commun. Et grâce à l'ASCP, cette bibliothèque a vu le jour et aujourd'hui, les élèves sont en train de l'utiliser. Nous avons aussi une troupe théâtrale. Vous savez, la particularité de l'ONG Page Verte, c'est que pendant les sensibilisations, ce sont nos enfants de 5 à 17 ans qu'on les forme dans des sketchs et sur les différentes thématiques, des sketchs de 5 à 10 minutes. Ces enfants, ils interviennent d'abord et nous venons après en renfort pour sensibiliser. Ici, à ma droite, vous voyez là où ils sont en vert, c'est qu'ils sont dans les quartiers. Les plus petits enfants, ce sont eux qui toquent devant la porte et puis ils essayent de sensibiliser les grandes personnes. On appelle la sensibilisation porte à porte. Et c'est dans un quartier vraiment difficile d'accès, un quartier, permettez-moi le mot, un quartier précaire. Donc, l'accès était tellement compliqué, mais grâce aux enfants innocents, grâce à leur contact facile, on a pu sensibiliser ces populations. Et ici, grâce à l'ASCP, encore la coalition, nous sommes allés à la COP 23. Vous voyez, ce sont les deux jeunes là de moins de 10 ans qui sont là à la COP. Et ce projet a eu le label de meilleur projet en 2016 à la COP 22 à Marrakech. Parce que faire de l'éducation avec une technique un peu particulière et puis utiliser les enfants, permettez-moi le mot utiliser parce que ce sont eux qui sont les acteurs. On les met au devant de tout ce qu'on fait. Cela a vraiment suscité l'émotion et la curiosité de beaucoup de personnes, ce qui a permis ce qui nous a valu ce prix. Moi-même, j'ai été décernée avec un prix honorifique de la femme qui fait du changement climatique son bâton de croix. Ici, c'est à Katowice et nous sommes allés aussi avec des jeunes. Et là, c'est une rencontre B2B. Et la page verte fait aussi partie de la plus grande coalition des organisations en Côte d'Ivoire qu'on appelle PACTA. C'est la Pan-African Climate Justice Alliance, c'est la justice climatique. L'ONG Page Verte fait partie des organisations qui ont installé PACTA en Côte d'Ivoire. Et dans cette organisation, j'en suis la trésorière nationale. Et en plus, la Page Verte travaille avec des chefs religieux, des chefs traditionnels. Vous verrez sur une photo, là où nous avons fait une sensibilisation porte à porte, une journée d'assainissement dans un quartier où il y a une chefferie qui nous a assistés. Je parlerai de la COVID qui est une pandémie planétaire, certes, mais pendant ce moment, nous ne sommes pas restés les mains croisées. Nous avons réalisé quelques projets. Un projet qui s'appelait Stop COVID-19 pour ma planète épanouie. À la phase 1, il était question de faire des petites vidéos de diffusion de 30 secondes à 2 minutes pour sensibiliser les gens aux gestes barrières. Donc, c'est vrai, c'était difficile. On ne pouvait pas sortir, faire des porte-à-porte comme on avait l'habitude de le faire, mais chacun dans son milieu, on se réunissait à 2 ou 3 pour faire ces vidéos-là. Et une trentaine de vidéos a été diffusée sur les réseaux sociaux et sur aussi notre page YouTube. En plus, la phase 2 a consisté à aider les populations vulnérables. Nous avons mis en place des kits de lavage de mains et ce n'est pas seulement au siège, c'est-à-dire toute la représentation au Tchad, au Bénin, au Burkina et partout où la page verte est représentée, chacun a cotisé. C'est à fond propre que nous fonctionnons. Chacun a cotisé et a mis à la disposition de la population vulnérable ces différents kits que vous voyez pour les lavages de mains. Donc, nous ne sommes pas restés les mains croisées. Nous n'avons pas simplement fait des sensibilisations dans les langages, mais nous sommes allés au-delà de ça. Nous avons offert des kits à la chefferie, dans des villages et même ici à l'université de Cocody, nous avons offert des kits que jusqu'à aujourd'hui, ça continue de fonctionner. Les projets qui ont été...
Nos projets impactés par la COVID, vous voyez, nous avons un projet de la consommation biologique dans la cantine. Nous avons aussi la phase 2 de Colibri. Il était question que nos amis reviennent, ça n'a pas eu lieu. Nous avons aussi un projet d'intégration du changement climatique qui consiste à former des femmes à être autonomes, c'est-à-dire détentrices des terres en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas eu lieu. Et c'était difficile. Hein. Il y a d'autres projets à réaliser aussi, à savoir le Green Ambassador, et bien d'autres choses qu'on n'a pas pu réaliser à cause de la COVID. Donc, vraiment, c'est à refaire. L'école vient de commencer, on va s'y remettre. Je vous remercie. Ok, un grand merci Jeanne-Irène pour cette présentation et merci à l'ensemble des intervenants de cette première partie de la session. On va maintenant passer à la session un peu plus interactive où on va chercher à avoir quelques témoignages des personnes qui sont en ligne avec nous. Dans un premier temps, on va afficher quelques réponses des 2 questions Menti qu'on a posées, qu'on a envoyées dans le chat. Donc, on va pouvoir voir un peu les réponses dans un premier temps. Est-ce que vous vous sentez suffisamment formé aux enjeux climat? On peut voir que c'est plus ou moins oui. Après, il faut avoir oui, en fait, les personnes qui ont accès en ce moment à cet atelier. Voilà. Donc, quelles sont vos sources d'informations sur le changement climatique? Ici, on va afficher quelques solutions d'avoir accès à l'information climat. Tout cela, on va pouvoir le partager avec vous à la suite de l'atelier. OK. Et n'hésitez pas à aller encore sur le menti.com pour partager avec nous vos sources d'information climat, comment vous avez accès à l'information climat aujourd'hui. OK, ben, je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine partie. Patience. Elle est toujours là? Patience, are you still here? Patience, are you still connected to Zoom? L'idée, c'est maintenant qu'on ait vraiment quelques réactions en direct des personnes engagées. Hello everyone, can you hear me now? Ah, hi Patience, I can hear you. Ok, je suis là. Vous m'entendez? J'ai eu un petit problème de connexion. Je suis Patience du Ghana. Je suis très contente d'être là avec tout le monde aujourd'hui. Je ne parle pas français couramment, donc je vais vous parler en anglais. No problem. Donc, je demande We've just got l'interprète. the first question for you today then is if you could briefly present your Donc, si current tu peux activities with présenter tes ACEN actions, and l'action with de Green ton Fuel association Innovation Africa. avec l'innovation Green Fuel. Merci. J'aimerais partager aussi mon écran avec vous si c'est possible. Bearing in mind that you just have a few minutes. Oui, tu n'as que quelques minutes, hein, n'oublie pas. Donc, je suis Patience Alifo du Ghana, fondatrice de CleanChar, qui est une association en Afrique. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis une jeune entrepreneuse. Je suis très contente. Donc, ce que nous faisons, c'est nous essayons d'apporter une énergie propre pour l'usage quotidien, l'usage domestique. Donc, nous avons CleanChar, qui est produit pour l'agriculture, qui est une alternative à l'énergie, qui est propre, qui est environnementalement bonne. CleanChar, c'est en 2017. J'étais encore jeune et j'ai vu un documentaire à la télévision sur les effets de la déforestation en Afrique. Et je n'avais pas beaucoup d'idées sur le changement climatique. Je n'ai pas été éduquée sur ces questions-là. Je n'avais pas beaucoup de connaissances sur la question. Ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir vu ce documentaire, je suis allée faire mes propres recherches
personnelle et c'est là où j'ai vraiment trouvé toutes les informations sur le changement climatique. Donc, pour comprendre notre système ici au Ghana, nous n'avons pas de programme scolaire sur la question du changement climatique, mais depuis maintenant, bien sûr, à cette époque-là, ce n'est pas le cas, mais maintenant, c'est devenu quelque chose d'important. Après avoir fait ces recherches, je suis allée chercher d'autres choses et j'ai commencé par développer ce que vous voyez maintenant. Donc, nous travaillons avec la noix de coco, pour une agriculture propre. Nous avons donc formé les femmes d'abord, c'est-à-dire de les former sur la manière de créer de l'énergie propre. Ces femmes n'avaient bien sûr aucune idée de ce qu'est le changement climatique. Nous sommes allés dans les endroits, dans les contrées, et elles n'ont pas vu de problème avec ça. On leur a enseigné ces choses. Mais c'est quand on va sur place que nous pouvons les éduquer, les former sur les questions de changement climatique et sur l'énergie propre pour la cuisine. Elles étaient très contentes une fois qu'on leur a présenté notre stratégie. Elles étaient prêtes à apprendre. D'abord, on a travaillé avec une organisation qui nous a soutenus dans la formation de ces femmes. Comme vous voyez ici, ces femmes qui viennent donc du Ghana, nous avons pu former plusieurs femmes. Comme vous le voyez ici, elles ont donc terminé leur production d'énergie propre. Pour moi, vraiment, avec ces réseaux, et à cause de ma connaissance maintenant sur les questions de changement climatique, pour les jeunes notamment, donc je vais me rendre dans les universités pour former les jeunes, les enfants sur la question du changement climatique. Je vais aussi dans les classes, dans les universités. Tous les mois, nous faisons un bilan de nos réunions et j'ai plusieurs réunions comme celle-ci. J'ai pu vraiment réunir mes collègues qui ont fait également des séminaires sur la question. Et donc, je les ai présentés à d'autres conférences où ils ont pu aller lors de la semaine pour le changement climatique. Il y a eu également en 2019 une conférence sur le changement climatique et certains de mes collègues ont pu participer. Ils étaient ravis de pouvoir y participer, d'apprendre d'autres choses sur les questions de changement climatique. Donc, pour nous au Ghana, dans le système éducatif, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est encore bien développé, mais avec ce que nous faisons en tant qu'organisation, par rapport à l'économie et ce que nous faisons par l'organisation des jeunes, nous sommes vraiment maintenant en mesure d'impacter certains jeunes dans les universités, dans les communautés, sur les questions environnementales. Certains donc ont même développé leur propre club, leur propre classe. C'est quelqu'un qui a formé un club et qui continue de partager cela à d'autres jeunes comme eux. Donc, je suis très, très contente de ce qu'ils font. Je pense que des ateliers virtuels comme celui-ci, c'est vraiment quelque chose dont les jeunes peuvent tirer grand profit. Merci beaucoup pour cet atelier. Merci à vous, Patience. On va essayer de parler aussi maintenant avec les deux personnes de Climate qui nous ont rejoints pour cet atelier, donc Mamadou et Niaro. On va essayer de faire ça sous la forme un petit peu d'une interview. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter et présenter en vraiment 1 minute, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, les activités que vous faites avec l'AIMES. Donc peut-être Niaro, si tu peux commencer, et après Mamadou. Est-ce que vous êtes là? Oui, je Oui, super. Bon, je vais passer Mamadou, je vais faire ça. Alors, Niaro, est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter Climate vraiment en 1 minute à Madagascar? D'accord, d'accord.
Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous les participants. Donc, je m'appelle Arangela Marsou et je suis la co-présidente de Clémence Madagascar. Ça fait déjà un an, voire 2 ans. Et ici à Madagascar, en fait, nos activités se focalisent principalement sur l'empowerment, le plaidoyer et la recherche, donc comme le Climate International. Nous, on n'effectue pas beaucoup de recherches dû au fait qu'on n'a pas forcément les financements pour ça. Mais on essaie de tout faire pour pouvoir participer aux événements sur l'empowerment et le plaidoyer. Donc ça, c'est nos domaines de recherche, nos domaines d'activité. Donc voilà pour Climate Madagascar. Actuellement, ouais. Mamadou, est-ce que tu Covid, peux... on a quand même fait plusieurs activités. Alors, on va revenir sur ça juste après. Mamadou, est-ce que tu peux aussi te présenter rapidement? Ok, d'accord. Merci bien à vous, à toute l'équipe Climate Chance. Je réponds à l'identité de Nyakate Mamadou. Je suis le président en exercice de Climate Mali 2020. Alors, Climate Mali, c'est une branche de Climate International qui existe depuis 2015. Nous sommes un laboratoire d'échange et d'action internationale sur la notion de changement climatique. Donc, Climate Mali est composé de jeunes bénévoles, d'étudiants et de professionnels. Alors, l'objectif recherché, c'est de former les jeunes à devenir des acteurs du changement, de développer des outils innovants pour relever les défis climatiques et d'influencer les décideurs. Alors, nous avons un planning annuel dans lequel sont taxés les différents points sur nos projets. Notamment, il y a le projet éducation environnementale, il y a le projet Une famille, un arbre, il y a le projet protection du fleuve Niger. Et puis récemment, nous avons initié un nouveau projet Femmes et changement climatique. Nous commémorons également des activités, des journées mondiales par rapport à l'environnement, à l'assainissement et autres. Merci bien. D'accord. Et alors justement, vous deux qui êtes donc deux jeunes engagés sur des questions de climat, développement durable en Afrique, on aimerait bien vous poser la question en retour pour avoir un peu votre témoignage, c'est-à-dire comment vous êtes sensibilisés et puis formés aux enjeux du changement climatique. Donc, Niaro, pour commencer. Oui. Donc oui, on peut dire que non, en fait, la majorité des gens ici ne sont pas vraiment informés sur les enjeux de changement climatique. Il y a une partie qui l'est, mais ce n'est pas toute la population. Les priorités sont différentes selon les milieux, les pouvoirs d'achat de chacun. Parle bien fort dans le micro. D'accord. Donc ici, c'est pas vraiment pareil. Les gens ne sont pas tous au courant des enjeux climatiques et dépend des priorités de vie aussi. C'est pas vraiment la priorité de vie des gens, en fait, ça dépend de leur pouvoir d'achat. Et alors, comment toi, tu es venu à ces sujets-là? Donc moi, j'ai étudié à l'université, donc je suis ingénieur agronome et c'est par de là que j'ai pu voir Climate en fait qui faisait des actions là-bas. Donc j'ai intégré Climate par la suite et c'est eux qui m'ont formé aux enjeux du changement climatique, mais en cours, quand je suis agronome, on a déjà étudié ça. D'accord. Et donc, on voit l'importance des universités et des ONG de jeunes comme Climate pour aussi amener des jeunes vers ces sujets-là. Et Mamadou, toi, tu m'avais parlé d'une expérience, d'une réalisation du changement climatique à propos de thèmes agricoles, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, le tout est parti d'un simple constat. Quand la plupart du temps, je suis en campagne avec le vieux. Et du coup, un jour, c'est eux qui m'ont dit, en réalité, il y a vraiment une modification par rapport au changement. Ils ne savent pas comment l'expliquer, mais à travers des observations par rapport à la rareté des pluies, à la mauvaise qualité des récoltes, tout. Donc, ils se sont dit, ben, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est là que je me suis posé la question, pourquoi toutes ces modifications? Et là, j'ai commencé à faire des petites recherches par rapport au lien qui peut exister entre ces cultures et puis l'environnement. Donc là, je me suis investi, j'ai fait des investigations par rapport au changement climatique. Et c'est là que j'ai commencé à m'initier au terme de changement climatique, à faire des recherches
Et puis, j'ai même eu la chance de participer à la conférence internationale des jeunes sur le changement climatique au Burkina en 2018. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que dans les activités de Climate Mali, par exemple, est-ce que tu as l'impression que les jeunes à qui vous parlez sont intéressés par ces sujets? Pourquoi? Qu'est-ce que vous remarquez avec Climate Mali? Alors, en fait, ces jeunes ils sont conscients des enjeux face au changement climatique, mais vous savez, la jeunesse n'est attirée que lorsqu'elle sent en elle un intérêt. Donc, c'est ce qui pose le problème. Donc, du coup, le cadre de bénévolat pose problème à beaucoup de jeunes. Ils sont conscients, mais comment est-ce qu'ils doivent s'impliquer davantage, au moins pour pouvoir en tirer un bénéfice? C'est là vraiment le gros du problème. Mais par rapport à nos activités de sensibilisation, telles que la restitution de différentes COP, les jeunes viennent vraiment y participer, y prendre part. Et puis, nous faisons des activités de sensibilisation au niveau des écoles aussi, au moins pour former dès le plus petit bas âge. Comme ça, c'est eux-mêmes qui vont devenir des acteurs du changement. Comme ça, le changement viendra très facilement. Voilà. Merci. Et toi, Niaro, avec vos idées, vos activités à Climate Madagascar, est-ce que vous rencontrez un public averti qui est intéressé par ces enjeux ou au contraire, est-ce que c'est difficile d'intéresser les jeunes à ces enjeux? Quelle est ton expérience personnelle avec Climate Madagascar? Alors ici, personnellement, les jeunes, ils sont super intéressés, mais ça rejoint un peu le cas de Mali, en fait, c'est par rapport au bénévolat. C'est pas que les jeunes ne veulent pas faire du bénévolat, au contraire, ils sont vraiment chauds pour faire du bénévolat, mais c'est par rapport au temps. À la gestion de temps, ici, ils ne sont pas encore calés sur la gestion de temps, sur la priorité. Je me répète un peu, mais c'est ça le problème ici. En fait, c'est par rapport à la définition de la priorité. Donc, quand ils vont travailler, quand ils vont aller étudier, genre à l'université ou au lycée, ils vont un peu délaisser les associations. Et ils ne reviendront que quand ils auront le temps. Donc, mais les gens ici, les publics auxquels on parle, ils sont super avertis, ils sont super chauds sur les enjeux du changement climatique, que ce soit pour faire des descentes sur terrain, pour faire des plaidoyers, pour participer aux activités que nous on fait, comme les climatique et autres. Ça les intéresse. Mais c'est par rapport au fait que ils n'ont pas forcément le temps ni les moyens, parce que quand c'est du bénévolat, pour ceux qui dépensent de leur poche, alors que ça, c'est pas vraiment facile en fait. D'accord. Merci beaucoup. Pour finir, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour très rapide de tous les intervenants pour que chacun puisse donner une idée de comment avoir des informations sur le changement climatique, alors que ce soit un site internet, des livres, des associations qui permettent ce genre de choses. Donc voilà, vraiment en 20 secondes, là on a 20 secondes par personne, donc je ne vous laisserai pas parler très longtemps. Mais voilà, juste si vous pouvez partager, comme ça on repart tous avec des idées d'endroits où on peut se former, s'éduquer au changement climatique. Alors, on va commencer peut-être dans l'ordre avec Niaro et Mamadou dans l'ordre inverse, pardon. D'accord, moi? Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Bon, c'est juste une implication du gouvernement. Alors, avec le ministère de l'Éducation, nous sommes en train d'initier un petit module. Donc, tout ce qui concerne les changements climatiques, les trucs environnementaux, comme ça, on peut véhiculer très facilement les messages avec les professeurs et les enfants. À l'école, ça, c'est vraiment notre approche. Merci. Merci beaucoup. Niaro? Ok, d'accord. Donc, c'est à moi. Bon, ici, comme je le disais tout à l'heure, il faut prendre l'initiative de lire des livres, de regarder sur Internet. C'est pas donné, c'est pas fourni. Donc, il faut vraiment prendre l'initiative de se connecter, de s'informer soi-même sur les enjeux. Mais après, les conséquences du changement climatique, en fait, elles sont visibles ici, dans la rue. Donc, c'est assez facile de se repérer. Voilà. Merci beaucoup. Patience? Pour moi, c'est-à-dire aller à des ateliers, à des conférences comme celui de maintenant.
c'est également faire des recherches personnelles sur Internet, sur le changement climatique, Facebook, etc. Merci. Janirène? Oui, pour moi, c'est aussi la même chose. Il faut faire des recherches. Nous sommes dans un monde numérique. Donc, au lieu d'être sur Facebook juste pour rigoler, autre, c'est mieux d'aller faire des recherches. Nous avons des sites comme Objectif 2030, où là-bas, on peut apprendre beaucoup de choses. Il y a des sites Internet. Ben, ici, en Côte d'Ivoire, il y a aussi des sites que je n'ai pas en tête. Sinon, ils peuvent bien faire des recherches. Et la page verte a son manuel d'éducation à l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Kevin? Désolé, hein, je parlais dans le vide. Ah. Alors, pour donner des exemples de sites, il y a Unitar, si vous voulez, je le mets en description, unitar.org. Et puis, il y a des cours super bien là-bas. Il y a Objectif 2030 qui peut aussi servir. Il y a aussi l'Université Laval, Université de Laval ou de Laval, je pense, hein, qui fait aussi beaucoup de choses. En fait, pour dire aussi une chose, le domaine de l'éducation, c'est vague. Et donc, en fonction de vos intérêts, de votre champ de compétences ou voilà, du domaine dans lequel vous voulez vous perfectionner, il faut juste rechercher sur Google. Il y a pas mal d'informations que vous pouvez avoir. Merci beaucoup. Et à Merci beaucoup. Daniel et Lucien, est-ce que vous avez aussi des sources d'informations à partager pour trouver de l'information sur le changement climatique? Bon, pour ma part, allô, vous me suivez? Oui, oui, oui. Donc, pour ma part, il y a même déjà des journaux, hein, les journaux télévisés au quotidien, parce que ces journaux relaient souvent des informations des sommets internationaux, de sorte que toute personne qui manifeste de la curiosité ne peut que rentrer là-dedans. Voilà ce que je peux déjà dire. Mais chez nous, il y a même des curricula scolaires qui permettent à nos apprenants de s'outiller dans cette thématique-là de développement durable, du changement climatique. Merci. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Samuel, il y a d'autres réseaux, d'autres canaux d'information, les réseaux partenaires de RAED. On peut citer l'UNESCO, on peut citer l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui a mis en place une plateforme très connue des jeunes, l'Objectif 2030. Nous avons la Rural Sustainable Network, qui travaille sur les questions de l'eau, l'assainissement de l'hygiène. Nous avons nos partenaires de l'ONU Femmes. Il y a aussi un réseau qui s'appelle le CESAC, Civil Society Advanced Group. Il y a d'autres initiatives à l'échelon local, les mairies d'arrondissement qui ont mis en place les réseaux des associations. Il y a les ministères de l'environnement, de l'éducation 2030 par exemple, qui a développé une synergie d'action entre les différents partenaires. À l'échelon africain, il y a l'Union africaine, et ainsi de suite. Sous-régional, il y a de plus en plus il y a des initiatives, il y a les Nations unies qui essaient de fédérer tout ça. Et il y a vous, Climate Change, je pense que vous faites un travail formidable. Ben, merci beaucoup pour toutes ces idées. J'affiche en parallèle vos réponses à notre sondage. Et ben, ça fait très plaisir de vous avoir tous entendus. On voit que cette coalition éducation regorge de projets qui ne gagnent que à être mis ensemble. Et donc, on va essayer de rester tous en contact pour créer de belles synergies dans les prochaines semaines. Merci à tous ceux qui ont participé, qui sont intervenus. Merci beaucoup à tous les panélistes. Merci à tous ceux qui ont suivi cet atelier. Et on se permet également de signaler notre site internet climatechange.org pour apporter notre pierre aussi en termes d'éducation au changement climatique. Il y a toute une bibliothèque, un portail de l'action et un observatoire dans lequel vous pouvez trouver de nombreuses informations sur le changement climatique et l'action des acteurs non étatiques pour le changement climatique.
Merci beaucoup à tous. C'est la fin de cet atelier. Le prochain, c'est la semaine prochaine, jeudi 8 octobre, sur la mobilité durable. Merci à tous et bonne fin de journée ou d'après-midi. Au revoir. Au revoir et bientôt. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Voilà.